Plus la série avance, plus je suis impressionné par l'histoire qui va peut-être dépasser celle des jeux. The Last of Us, épisode 5. Comme d'habitude pour ce genre de critique, il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo, donc il faut voir les précédents épisodes de la série, et je ne vais pas spoiler les éléments de la suite du jeu. Je vais comparer les événements qui ont eu lieu dans cet épisode-là, mais je n'irai pas plus loin. On pourra en parler quand la série se finira, mais je trouve que l'histoire de la série a permis de donner plus de contexte, a permis d'amplifier certaines thématiques et même de créer des backstories vraiment intéressantes à certains personnages, et il se peut que l'histoire de la série soit plus intéressante à la fin de la saison, on verra bien, que celle du premier jeu. Le deuxième jeu, pour moi, ça sera impossible de faire mieux, vraiment, je le pense. Mais le premier jeu, là, il y a moyen. C'est pas une compétition, mais j'aimerais garder ça en tête pour les prochaines vidéos. Mais avant de commencer cette critique, j'aimerais remercier, comme d'habitude, le partenaire officiel de celle-ci, CyberGoVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Si vous voulez savoir pourquoi je ne regarde pas de Last of Us sur Amazon Prime Video, c'est simple, Amazon Prime ne propose pas la 4K sur cet épisode-là. Du coup, j'utilise un VPN pour télécharger HBO Max sur ma télé. Je prends un abonnement HBO Max dans un pays de l'Union Européenne. Moi, j'ai pris la Roumanie. Je paye avec Google Pay 5 € par mois et j'ai la 4K. Il y a bien marqué 4K UHD, chose qui n'est pas dispo sur Prime. Par contre, il n'y a pas la VF et ni la VOST-FR, mais pour ceux qui parlent bien l'anglais, c'est très bien. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN, que ce soit à l'université, à la bibliothèque ou à l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation. En quelques clics, c'est fait. Tout le monde peut y avoir accès. Vous pouvez essayer par vous-même. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description quand épinglé afin de vous abonner à CyberGoVPN et bénéficier de 4 mois gratuits plus 83% de réduction. Foncez sur l'offre. Comme vous l'avez compris, exceptionnellement, cet épisode-là a été diffusé le vendredi soir aux États-Unis et le samedi matin chez nous, car ce dimanche-là aux États-Unis, il y a le Super Bowl. On parlera du Super Bowl non pas pour l'événement sportif parce que j'en ai rien à faire, mais pour les bandes annonces qui vont être révélées. Peut-être la vidéo d'actualité aura 1 ou 2 jours de retard pour justement pouvoir parler des bandes annonces. Et honnêtement, je préfère regarder The Last of Us un samedi matin qu'un lundi matin. Oui, certes, je me suis réveillé à 7h pour regarder l'épisode et sortir la critique aux alentours de midi. Le lundi matin, je me réveille à 5h, je dois faire la vidéo, aller au taf, faire le montage à midi, finir le taf et refaire du montage, c'est horrible. Là, le samedi, j'étais content. J'arrête de raconter ma vie. Maintenant, parlons de l'épisode. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que ça commence avec un flashback. On voit la résistance qui a détrôné Fedra et j'avais un peu dit des bêtises dans la dernière vidéo. J'avais mal compris exactement ce qui s'était passé parce qu'en fait, j'avais écouté le podcast et dans le podcast de l'épisode 4, il disait que c'est Henry et Sam qui avaient permis de faire tomber Fedra. Ce qui est en fait l'inverse. C'est eux qui ont aidé Fedra. Et la résistance de cet épisode-là, qui est symbolisée par Kathleen, veut se venger. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la manière dont on voit encore une fois que c'est très peu manichéen. C'est ça qui est fort. On sait que Fedra, ce sont des dictateurs qui foutent la merde dans toutes les villes des États-Unis. Et on voit pour la première fois la résistance qui s'est opposée à Fedra et qui a gagné. Mais en s'opposant à Fedra, ils font des choses horribles aussi. Ils le disent très bien dans cet épisode-là. À force de piller et faire du mal, quand les victimes ont l'occasion de se venger, ils vont le faire. Ils vont faire la même chose. Donc j'aime beaucoup ce côté où même Kathleen, là, dans cet épisode, j'arrive pas à la détester. Oui, elle est méchante par rapport à un choix qu'elle fait, j'en parle après, mais je la déteste beaucoup moins que dans le précédent épisode. Quand tu comprends que c'est la résistance et qu'ils ont souffert, il y a un côté très Seconde Guerre mondiale, surtout avec les collaborateurs qui tuent après, comme on peut parler des collabos de la Seconde Guerre mondiale après la guerre. Il y a ce côté où la résistance fait des choses horribles, mais tu les comprends un peu mieux après tout ce qu'ils ont souffert. C'était des gens torturés, presque des esclaves, t'en veux pas forcément énormément. Et ils ont complètement assumé la violence. On voit des gens qui sont poignardés, qui sont pendus, ils ont assumé la violence et ça j'ai beaucoup aimé. Tout le monde se plaignait du fait qu'il n'y avait pas assez de violence. Là, pour le coup, la violence est crue et on la montre. Et pour moi, c'est la grande force de la série pour l'instant, et c'était la force des jeux aussi, c'est le manque de manichéisme. Ça qui est fort. C'est que tu arrives à comprendre les choix de tous les personnages. Il n'y en a pas un seul qui est purement mauvais pour l'instant. Ils ont tous des motivations, ils ont tous une histoire et tu les comprends. T'es pas forcément d'accord avec eux, mais si tu critiques Kathleen pour ce qu'elle a fait, croyez-moi que vous pouvez critiquer Joel aussi pour ce qu'il a fait. Et je pense qu'ils en parleront beaucoup plus dans le prochain épisode, l'épisode 6. Joel, on voit son côté peut-être plus apaisé, mais il a un passé très sombre, Joel. Il a fait des choses horribles qui sont probablement comparables à Kathleen. Et comme Joel, Kathleen souffre vraiment de chagrin. Elle a perdu son frère. On va parler d'elle maintenant. Certes, elle est un peu sadique parce qu'elle dit aux collabos qu'elle va les juger, mais au final, elle décide de tous les tuer. Il y a ce côté vraiment mensonge qui fait aussi beaucoup penser à la Seconde Guerre mondiale. Elle instaure une dictature comme Fedra, mais la différence avec Fedra peut-être, c'est que les gens y croient. L'acteur des jeux qui est dans la série, lui, il est là pour réconforter Kathleen et t'as presque l'impression qu'il l'aime. Il y a un moment où il a la tendresse pour
pour elle. Je sais pas si c'est juste de la loyauté ou s'il y a un peu plus que la loyauté, mais il est capable de donner sa vie pour elle, et c'est ce qu'il fait d'ailleurs. J'aime beaucoup le fait que les gens qui sont avec elle ont l'air loyaux et croient à la cause. Est-ce que ça fait encore un cycle? La révolte qui fait tomber la dictature, qui devient aussi une dictature, certes, mais c'est tout le propos de l'œuvre en fait, ça qui est fort. Elle cherche Henry, et au début je pensais que c'était pour des raisons institutionnelles, on va dire, mais non, en fait c'est des raisons personnelles. C'est Henry qui a tué, entre guillemets, qui a trahi le frère de Catelyn, Brian, et c'est pour ça que Catelyn veut se venger. Mais ce qui la rend méchante, c'est qu'elle pousse le bouchon trop loin. Elle veut tuer Sam aussi, parce que Sam représente la raison pour laquelle son frère est décédé. On explique les motivations de Henry, il voulait trouver des médicaments pour Sam, et c'est à cause de ça justement qu'il a trahi Brian. Brian, qu'il aimait beaucoup, qu'il respectait beaucoup, d'après ce qu'il dit, et c'est pour ça que Catelyn est considérée comme méchante, c'est qu'elle est prête à tuer un enfant. Je pense que si elle était juste prête à tuer Henry, on aurait eu encore plus d'empathie pour Catelyn. On aurait compris parce que Joel veut faire la même chose, d'autres personnages dans le deuxième jeu veulent faire la même chose, donc on aurait eu, je pense, beaucoup plus d'empathie pour elle, mais c'était pas le but de l'histoire. Le but de l'histoire, c'est de montrer à quel point le chagrin détruit les gens, et ce monde les détruit aussi, au point que quelqu'un est prêt à tuer un enfant. On explique aussi qu'il a toujours eu moins d'empathie que son frère, par exemple, certes, dès leur jeunesse, et j'aime beaucoup cette phrase où elle dit qu'aucun enfant n'est plus important que le monde. Quand tu connais Ellie, tu sais que c'est faux. Et j'aime beaucoup le fait que ce soit un enfant clicker qui la tue, c'est un peu symbolique qu'elle voulait tuer un enfant, et c'est un enfant clicker qui la tue, et j'adore voir un enfant clicker. Je crois que dans les jeux, il y en a pas, et ça prouve que oui, bah même les enfants peuvent devenir des clickers. Et l'enfant était assez badant, je trouve. La manière dont il bougeait et tout, c'était très désarticulé, et du coup, il y a ce côté vraiment un peu plus sauvage que j'aime beaucoup. J'imagine que ça sera l'épisode le plus cher de la série. C'est là qu'il y a le gros money shot, et je dirais plus que money shot, la grande scène. Tout avait l'air d'être fait en images réelles. J'ai pas écouté le 5e podcast pour le coup, j'ai pas eu le temps, mais on ne dirait pas que des images de synthèse. On dirait vraiment qu'ils ont pris un camion, qu'ils ont défoncé plein de voitures. Peut-être l'histoire avec la maison c'est faux, je sais pas, faut vérifier. D'habitude j'ai le temps de regarder les extraits et tout, mais là j'ai vraiment pas eu le temps, je suis désolé. Mais ça faisait très réel et ça se voyait que là ils ont mis tout le budget. Plein de figurants, plein d'infectés, plein d'effets spéciaux, le feu, les militaires de partout. C'était le money shot et la scène vraiment la plus chère, j'imagine, de la série, et elle est vachement bien. Il se passe 1000 choses à la fois, il y a plein de personnages, plein d'enjeux, il y a plein de mini-histoires dans cette scène, il y a plein de choses qui se passent, t'y crois, t'arrives à bien suivre l'action, c'est bien réalisé, et elle est assez stressante et bien foutue. Ça fait peut-être un peu World War Z, je suis d'accord, mais je trouve que ça rend les infectés vraiment menaçants. J'étais un peu déçu du fait que Ellie tue des claqueurs de manière un peu trop simple, je trouve. Un petit coup de couteau dans la nuque et c'est fini, alors que dans l'épisode 2, tu voyais qu'il galérait à les tuer. Certes, avec des balles, il galérait, avec un couteau, c'était facile. Je trouvais ça un peu simple pour le coup. Et si on parle un peu du blotteur, le colosse en français, j'aime beaucoup son design, j'aime beaucoup la manière dont il marche, et j'aime beaucoup la manière dont il tue Pierce, je crois qu'il s'appelle, comme dans les jeux vidéo. Quand tu te faisais tuer par un blotteur dans les jeux, ça ressemblait à ça. Ils ont l'air assez surpris du blotteur, mais en même temps pas trop. T'as l'impression qu'ils l'ont déjà vu, mais tu vois à quel point il est intuable. C'est pour ça que c'est intéressant qu'ils soient partis, qu'ils aient fui, parce que ça a pas l'air d'être possible de tuer ce genre de créature. Et ça, c'est vachement bien, je trouve. Dans les jeux, tu peux, c'est normal, c'est un jeu, mais là, j'ai beaucoup aimé voir ça. Parce que si un jour il y a un autre blotteur qui intervient, tu sais qu'il y aura qu'un seul échappatoire, c'est courir. Donc j'ai beaucoup aimé la tension de cet épisode-là, j'ai beaucoup aimé la musique, surtout dans les tunnels. Tu sais pas ce qui va se passer dans ces tunnels-là, tu sais pas si les infectés vont arriver. À la fin, tu comprends que les infectés sont quand même sous terre. Ça se passe de manière très similaire au jeu pour le coup. Oui, au lieu de passer dans les égouts et découvrir cette colonie, on va dire, d'enfants, où il y avait un peu d'espoir sous terre, et t'apprends dans les jeux la backstory de cet endroit, mais c'est pas du tout le même endroit, c'est un autre endroit plus tard dans le jeu. Là, c'est sous les tunnels, et au moins, ça permet d'avoir le même impact au fait que dans les jeux, de t'expliquer que sous terre, il y avait encore des enfants. Parce que si vous avez regardé bien la série, il y a quasiment pas d'enfants. C'est pour ça qu'après, on voit à la fin un enfant clicker, et que c'est probablement l'un des enfants qui s'est fait contaminer, et qui a foutu le bordel dans la colonie, dans les tunnels. C'est un choix intelligent parce que tu vois du coup cette colonie comme dans les jeux, t'as le moment avec le sniper comme dans les jeux, et il est super bien fait parce que t'as et les militaires et les infectés, ils ont bien respecté les jeux tout en ajoutant du contexte, en ajoutant des personnages, en créant du contexte sur plein de personnages, c'était vachement bien. Ce qui est cool, c'est qu'on voit à quel point Joel ne fait pas confiance aux gens, il a un ton sarcastique qui énerve d'ailleurs Ellie et qui nous fait nous un peu sourire, parce que Joel est toujours prudent. Mais ce que tu vois dans la série, c'est qu'au fur et à mesure, il commence à baisser un peu sa garde et commence à être de plus en plus ouvert à discuter et même à travailler avec d'autres personnes. Et tu vois aussi qu'il est facilement fatigué, il est facilement essoufflé, il a 56 ans quand même. Mais c'est cool parce qu'il s'excuse même d'avoir traité Henry de rat. Il a plus en plus d'empathie à travers cette série. Et quand il essaie de protéger Ellie avec son sniper, tu vois qu'il tremble, tu vois qu'il panique, tu vois qu'il a peur pour de vrai. Car pour une fois, il a pas le contrôle sur la situation et il est trop loin pour réellement aider Ellie. Et le jeu d'acteur est nickel, d'ailleurs de tous les acteurs, vraiment bien. Quand tu le vois trembler, tu ressens vraiment sa peur. Mais ce qui est fort, c'est surtout le personnage de Ellie et de Sam qui s'entendent de mieux en mieux et qui rigolent par rapport au BD, qui est une référence au jeu évidemment. Elle joue au foot comme Sarah, parce qu'on sait que Sarah joue au foot. On le voit dans le premier épisode, elle a un ballon de foot dans la pièce. Et ce qui est fort, c'est qu'elle veut sauver Sam. Alors ça a deux impacts intéressants, c'est que de une, c'est pas aussi simple de sauver les gens, c'est pas juste ton sang qui permet de sauver les gens. Et deux, au fait, elle essaie de réconforter Sam. Je ne sais
sais pas si elle y croit réellement qu'elle puisse sauver Sam comme ça, mais tu vois qu'elle essaye parce qu'elle s'est liée d'amitié avec lui et ils allaient partir ensemble. Mais malheureusement ça ne marche pas. Ce que j'adore beaucoup à la fin, c'est d'ailleurs le mot qu'il lâche sur la tombe de Sam, I'm sorry, qui est super touchant, et c'est là que Ellie va devenir un peu comme Joel. Mais à l'époque, elle vient de vivre encore une fois le chagrin, Ellie, et elle s'en va. Joel, lui, veut profiter un peu plus du moment et c'est Ellie qui décide de s'en aller. Et ça j'aime beaucoup, ça montre l'évolution de Ellie et ça montre encore à quel point le chagrin détruit les gens. La grande force tout de même de l'épisode là, c'est la relation entre Sam et Henry, les deux acteurs formidables, surtout à la fin. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que pour le coup là, Sam a un handicap qui le rend encore plus fragile. Je suis un peu déçu qu'il n'ait pas profité de son handicap un peu plus dans la série. Ça fait penser un peu à la fille de Sans un bruit. Il aurait peut-être dû le rendre un peu comme ça aussi. Ça aurait permis peut-être d'avoir des moments de tension. Mais vu que c'était le gros épisode d'action, je vois pas dans quel moment son handicap aurait pu être pénalisant. Mais bon, ils auraient pu trouver un petit truc. Parce que du coup, quel intérêt de lui donner un handicap, mis à part le fait de montrer qu'il était bien plus fragile, si on l'utilise pas dans la série. Je chipote, hein, mais c'est juste pour dire, au moins ça lui permet de ne pas entendre certaines choses horribles que disent les gens. Et ce moment où ils utilisent un couteau comme miroir, ça montre juste toute la brutalité de ce monde. Et c'est ça qui rend leur mort plus difficile, c'est qu'ils s'entendent bien avec Ellie et même Joel. Et un truc intéressant par rapport à Henry, c'est qu'au début, il te dit qu'il n'a pas de munitions, et quand tu sais comment ça finit dans les jeux et dans cet épisode-là, t'es un peu surpris. Et je trouve son suicide vraiment excellent. L'acting est fou. C'est dingue qu'il n'ait pas vraiment beaucoup hésité avant de tuer son frère. Il était un peu dans le déni, mais il a fait ce qu'il fallait faire. Et son suicide était évident. Et revivre cette scène, c'était vraiment douloureux. C'était vraiment bien, et je trouve qu'ils ont fait un excellent travail. Que voulez-vous dire? Bah, The Last of Us, c'est vachement bien. On a peut-être un épisode de 4 qui était un peu plus mou, mais je pense que là, ça a tout donné, ça a pété le budget, ça s'est fait ultra plaisir. Ça a permis aussi d'avoir une grande scène d'action que t'avais pas forcément pour l'instant dans la série, tout en étant réaliste et tout en parlant avant tout de personnage. Pour moi, pour l'instant, cette série est une véritable réussite, un vrai plaisir, et j'ai hâte de voir les 4 prochains épisodes qui vont arriver bientôt. Alors du coup, il y aura pas d'épisode ce lundi matin, mais il y aura un épisode le lundi d'après, le lundi 20. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode, l'avez-vous adoré ou détesté, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et débloquer toutes les plateformes en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.